Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission de ce soir. Enseignement technique et formation professionnelle, des réformes au service de l'économie béninoise. C'est le thème de ces échanges que nous vous proposons de suivre. Le Bénin a placé, vous le savez tous, l'enseignement technique et la formation professionnelle au cœur de son développement. Depuis 2016 donc, de profondes réformes transforment ce secteur pour en faire un levier important de croissance et d'employabilité. Mais concrètement, où en sommes-nous dans la mise en œuvre aujourd'hui de cette volonté affichée des autorités béninoises? Qu'est-ce qui a réellement changé dans notre pays, le Bénin, et surtout comment ces changements préparent-ils la jeunesse béninoise à affronter les défis économiques de demain? Pour en parler, nous recevons ce soir en plateau Madame Djemima Akle-Kerekou. Elle est la directrice de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sous tutelle du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Madame Akle-Kerekou, bonjour. Merci d'accepter mon invitation. Monsieur Fructueux Haro, lui, il est le directeur général de l'Agence pour le développement de l'enseignement technique ADET, structure attachée, bien évidemment, à la présidence de la République. Monsieur Haro, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter mon invitation. Ensemble avec vous, nous ferons le point sur ces réformes, les innovations apportées et les perspectives d'un secteur stratégique pour l'économie nationale. Restez donc, mesdames et messieurs, avec nous pour suivre ces échanges qui vont durer 1 heure. Nous allons démarrer par Madame Akle-Kerekou. Dites-nous, à l'avènement du régime de la rupture en 2016, c'est le point de repère que nous avons choisi, quel était le visage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler du sous-secteur de l'UFTP, du sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. À l'avènement du régime en 2016, il y a eu beaucoup de projets d'investissement dans plusieurs secteurs qui ont été entrepris par le gouvernement, mais qui ont nécessité une compétence requise, qui ont nécessité une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre en quantité. Mais le gouvernement a été fait face à ce que cette main-d'œuvre n'était pas vraiment disponible. Donc, on faisait même appel à l'expertise régionale et aussi aux pays voisins pour vraiment contribuer à la mise en œuvre de ces chantiers. Donc, ceci a commandité un état des lieux de ce sous-secteur. Et ce sous-secteur vraiment souffrait de manque de visibilité, de faible attractivité et aussi de marginalisation. Par exemple, le financement, la part du financement qui était consacrée à ce sous-secteur dans la politique éducative était vraiment faible et ce n'était pas vraiment une priorité en ce temps-là. Donc, le sous-secteur était une voie de repli pour les élèves en difficulté dans l'enseignement secondaire général. Donc ce sous-secteur aussi était vraiment fragmenté par rapport à l'accessibilité. Il y avait une égale répartition des établissements sur le territoire national. Donc le sous-secteur présentait un état peu reluisant en 2016. Le tableau n'était donc pas satisfaisant du tout, si je m'en tiens à votre description, mais quelles sont les principales faiblesses? Je veux parler par exemple en termes de gouvernance, d'infrastructure, de programmes et d'insertion professionnelle. Oui, merci monsieur le journaliste. Je vais partir sur le plan de la gouvernance. Il y avait une gouvernance vraiment centralisée et peu inclusive. Il y avait un manque de coordination entre les acteurs qui pilotaient le sous-secteur. Il y avait une faible implication du secteur privé, ce secteur privé qui accueillait les formés de l'UFTP. Donc, ils étaient faiblement impliqués. Aussi, il n'y avait pas une vision globale claire de développement de ce sous-secteur sur le plan de gouvernance. Sur le plan des infrastructures, les infrastructures étaient dans un état vétus. C'était des vieux bâtiments qui étaient là. Le plateau technique vraiment n'était pas modernisé. Des équipements, même de 1950, existaient dans les ateliers. Alors que la formation professionnelle, c'est vraiment la pratique. Et on formait les enfants sur ces équipements. Donc, ceci ne favorisait pas leur employabilité. Et aussi, il y avait manque aussi de matériel pédagogique. Ce n'était pas suffisant à ce niveau. Au niveau des curricula, des programmes de formation, ils n'étaient pas vraiment actualisés. Parce que le marché est dynamique, les mutations économiques, il faut vraiment changer et réviser les curricula. Donc, c'était les curricula antidatés.
par exemple, dans la formation en mécanique automobile, on formait encore sur les moteurs à carburant, alors qu'on est dans la transition vers les moteurs hybrides. Donc, il n'y avait pas ce recyclage de ces curricula. Au niveau aussi des ressources humaines, le personnel enseignant qui était mobilisé, il ne bénéficiait pas d'un plan de renforcement de capacité continue compte tenu de l'évolution technologique. Donc, ça manquait. Donc, le personnel n'était pas recyclé aussi. Et le personnel d'encadrement pédagogique, les inspecteurs, les conseils pédagogiques, ceux qui portent la qualité, garant de la qualité du secteur aussi, n'étaient pas en quantité, en nombre suffisant et aussi n'étaient pas aussi dans le plan de renforcement de capacité. Donc tout ceci présentait une faiblesse de ce dispositif de formation. Donc les enfants qui étaient formés n'arrivaient vraiment pas à s'insérer. Donc ils n'étaient pas employables. Est-ce que je peux prendre le risque de dire que c'était l'enfant pauvre du secteur de l'éducation? Ensuite, en 2016. Oui. En 2016. En 2016. D'accord. Allez, on va creuser tout ça au cours de ce débat. Et Monsieur Haro, quel constat vous avez eu à faire à la création de l'ADET, votre agence que vous dirigez aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, c'est à peu près le même constat parce que la dette n'a pas été créée in nihilo comme ça. La dette a été créée suite à l'élaboration et à l'adoption par le gouvernement d'un document de politique que nous appelons Stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, où le gouvernement a défini une vision claire dans cette stratégie qui dit que les jeunes en âge de travail, y compris les personnes à besoins spécifiques, ont la possibilité d'acquérir les compétences en tout temps et en tout lieu au moment où ils le désirent. Donc, l'état des lieux décrit par Madame la directrice était là, patent, et nous le constatons. Malheureusement, cet état de lieu qui est constaté en 2016 ne devait pas exister. Parce que après la conférence nationale de 1990, il y avait eu les états généraux du secteur de l'éducation, au cours duquel l'UFTP, l'enseignement et la formation technique professionnelle, était déclaré deuxième priorité de l'État après l'enseignement maternel primaire. Malheureusement, de 1980 jusqu'en 2016, bon, des choses ont été faites, mais beaucoup de choses n'ont pas été faites. Mais depuis 2016, il y a cette volonté politique affichée qui est constatée aujourd'hui, où après la stratégie et les actions qui sont définies, le gouvernement a dit, pour vraiment développer ce secteur, il faut créer une agence qui sera en charge des réformes et de tout ce qui est à faire pour le développement effectif de ce secteur. Alors, Madame a dit tout à l'heure que c'était un réceptacle des enfants qui ont échoué peut-être au niveau de l'enseignement secondaire général, qui viennent se retrouver. Est-ce à dire qu'on a minimisé ce secteur de l'éducation à l'époque? Au fait, c'est globalement ça. Et ce n'est pas seulement dans notre pays. Dans la plupart des pays, globalement, on pense que c'est lorsque l'enfant est en situation d'échec, dans la voie générale, qu'il faut l'envoyer vers l'enseignement technique pour aller apprendre un métier. Mais aujourd'hui, avec le développement de la technologie, l'enseignement et la formation technique professionnelle, au-delà du secteur de l'artisanat, les petits métiers où on peut comprendre, n'est plus la voie où il faut aller recaser ceux qui sont en situation d'échec scolaire. Parce que pour faire la maintenance des véhicules, je ne veux pas dire la mécanique auto aujourd'hui, même si je dis la mécanique auto, il y a des compétences scientifiques qu'il faut avoir. Comme vous le savez, la technologie évolue très vite. Pour faire le numérique aujourd'hui, il faut avoir les compétences en sciences, en mathématiques et en physique. Donc, c'est plus l'enseignement de la formation technique ne peut plus être la voie ou bien le lieu de refuge de ceux qui sont en situation d'échec scolaire, mais ça doit être le lieu d'excellence où les scientifiques peuvent y accéder, acquérir les compétences, d'autant plus que dans le dispositif que nous construisons aujourd'hui, les passerelles seront construits pour que ceux qui rentrent même depuis le premier cycle puissent aller jusqu'au niveau ingénieur. Alors, quelle est l'opportunité de la création d'une agence comme l'ADET lorsqu'on sait qu'il y a quand même des directions qui s'en occupaient déjà, et vous aujourd'hui vous êtes présenté un peu comme le laboratoire des réformes? Oui, bon, c'est une vision gouvernementale, une vision surtout du chef de l'État. Pour les programmes phares du gouvernement, le gouvernement a créé des agences pour aller très vite dans la mise en œuvre de ces réformes et pour pouvoir mobiliser les ressources financières subséquentes. Parce que si c'est le ministère, peut-être qu'il y aura les lourdeurs administratives.
Donc c'est l'un des éléments qui a conduit le gouvernement à créer cette agence pour que cette agence puisse se consacrer essentiellement à ça. Mais attention, pas seul, mais avec les autres acteurs, les acteurs du ministère, parce que nous ne pouvons pas travailler sans le ministère sectoriel. C'est ce que nous faisons pour quand même permettre quand même à mobiliser les ressources financières subséquentes en vue de mettre en œuvre les actions qui sont définies suite à l'élaboration de la stratégie, mettre en place les réformes nécessaires qui seront implémentées par le ministère, accompagner le ministère davantage pour avoir suffisamment de financement pour que nos établissements puissent mieux fonctionner. Jemima Akle Kirikou, lorsqu'on évoque la question de la formation technique professionnelle, à quoi fait-on allusion? J'aurais dû poser cette question tout au début, mais j'ai envie de comprendre. Les téléspectateurs aussi, quand on le dit, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Merci. La formation professionnelle, nous avons d'abord l'enseignement technique et la formation professionnelle qui étaient séparés. Voilà. Maintenant, on fait le lien pour que tout dispositif de formation aboutisse quand même à une professionnalisation, à donner des compétences professionnelles pour que les enfants puissent accéder, exercer un métier. Donc nous avons dans l'enseignement technique et la formation professionnelle 2 voies. Au niveau de l'enseignement professionnel, enseignement technique professionnel classique, nous avons la voie technologique qui permet aux enfants d'obtenir des formations, d'obtenir des compétences scientifiques, technologiques et leur permet de poursuivre aussi vers l'enseignement supérieur. Donc ça forme les gens, ça les prépare au bac, on parle de bac technologique, bac F1, bac F2, F3, F1 c'est la fabrication mécanique, donc on a des enfants qui font la fabrication mécanique. Le F2 c'est l'électronique, donc les électroniciens, F3 électrotechnique, F4 génie civil. Nous avons aussi les bacs G1, G2, G3. G1, c'est le secrétariat. Pour avoir une secrétaire, donc elle doit faire cette formation en 3 ans, justifiée du niveau de la classe de 3e. Et en 3 ans, elle a son bac. G2, c'est la comptabilité. Et G3, c'est le commerce. Et aussi les bacs E. Donc, à côté de cette voie technologique qui permet d'aller au supérieur, nous avons la voie professionnelle. Cette voie prépare à l'exercice d'un métier. Donc, lorsqu'on accède à cette voie, directement, vous pouvez commencer par travailler à exercer le métier que vous avez entrepris. Par exemple, au niveau de cette voie, en 2 ans, on peut avoir ou non le BPC, mais on doit justifier de la classe de 3e. Il y a comme diplôme le CAP. Le CAP, on accède au CAP sans ou avec le BPC, mais en 2 ans, vous avez le CAP et vous pouvez directement travailler. Vous avez des électriciens, des plombiers, donc c'est eux qui ont fait cette formation pour obtenir le CAP. Mais en 3 ans, vous obtenez le DTM. Avant, on parlait de DT, mais avec les réformes qui ont permis de professionnaliser nos voies, on parle de DTM, diplôme de technicien au métier, qui s'obtient en 3 ans. Donc, c'est des grands dispositifs de formation permet aux enfants d'acquérir des compétences, de pouvoir exercer des métiers. Voilà. Monsieur le directeur de la dette, vous avez quelque chose à ajouter peut-être avec des exemples plus précis? Je suis parfaitement d'accord avec la directrice, mais on peut dire que c'est le schéma qui existe aujourd'hui. C'est ça. Les réformes sont en cours pour revoir tout ça là. Ah oui. Parce que il est sincère, il faudrait qu'on soit honnête vis-à-vis des populations. Les séries technologiques qui existent aujourd'hui sont un peu dépassées parce que les programmes sont des programmes deuxièmes que la dette est en train de travailler. Et pour les voies professionnelles, la directrice a dit tout à l'heure, avant on parlait de DT, mais on parle du diplôme de technicien au métier. C'est vrai, ce travail est en train d'être fait, donc de nouveaux curricula sont en cours d'élaboration, d'autres sont déjà finalisés et en voie d'implémentation pour permettre quand même de mettre nos curricula aux normes internationales. C'est vrai aussi que le cursus de formation a changé. Jusqu'à l'année dernière, en dehors de cette année scolaire où de nouvelles conditions ont été définies, c'est que les enfants peuvent accéder à nos établissements à partir de la classe de 5e pour préparer leur CAP en 3 ans. Mais c'est fini parce que l'éducation de base est déclarée depuis des années, donc nous avons voulu arrimer le système à l'éducation de base. Tout apprenant qui doit rentrer à l'enseignement et à la formation technique professionnelle doit avoir fait la classe de 3e. Donc, ceux-là qui ont fait la classe de 3e, qui n'ont pas le BPC ou non, peuvent choisir la voie professionnelle pour faire soit le CAP et après continuer, ou bien, s'ils remplissent certaines conditions, ils vont directement au DTM. Donc, c'est ce que je voudrais compléter pour dire tout ce travail qui est en train d'être fait. Mais je voudrais aussi
rassurer. Sinon, je voudrais dire aussi qu'il y a des réformes qui iront vers les séries G. Comme le constatons aujourd'hui avec le développement du numérique de beaucoup de choses, les séries G, nos séries G1, G2, G3 ne sont plus actuelles. Donc nous sommes en train de travailler pour revoir toutes ces séries afin de permettre à la jeunesse béninoise d'avoir les compétences requises suivant les besoins du marché du travail. Alors, si vous avez fait un diagnostic qui est disponible aujourd'hui, comment tout cela a été fait et avec quels acteurs vous avez fait le travail pour avoir ces données aussi précises afin d'élaborer une stratégie nationale qui doit faire aujourd'hui la promotion du secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle? Le diagnostic qui a été fait a été un diagnostic inclusif, participatif, avec tous les acteurs du système. Les enseignants, les responsables administratifs et pédagogiques des établissements, les responsables administratifs centraux des ministères, des départements, les parents d'élèves, les partenaires sociaux, le secteur privé économique. C'est ceux-là qui ont participé à l'élaboration du diagnostic et même des axes stratégiques, des orientations stratégiques, des axes stratégiques qui ont permis d'identifier les différentes actions à mener. Mais après l'adoption de la stratégie, une étude de faisabilité a été faite dans les secteurs économiques prioritaires parce que le plan national de développement 2019-2025 que le gouvernement a élaboré a défini 5 secteurs prioritaires pour le développement de notre pays. Allez-y. Les secteurs sont le tourisme, hôtellerie, restauration, et vous devez constater que c'est un secteur important pour le développement du tourisme, pour le développement aussi de notre économie, parce que quand on parle de tourisme, c'est vraiment une grande industrie qui permet quand même de brasser les emplois de tous les autres secteurs. Il y a le secteur de l'énergie, il y a le secteur du cadre de vie, infrastructure et transport. Dans ça, là, nous avons tous les métiers de bâtiment et travaux publics et tous les métiers de transport. Il y a le secteur du numérique, il y a le secteur de l'agriculture, qui est le premier secteur pour le développement de notre économie, et puis le secteur de l'artisanat. Des études ont été faites. Ces études ont pour objectif essentiel de faire le point des emplois dont notre marché du travail aura besoin dans les 5 et 10 prochaines années et par conséquent les besoins de formation. Ce qui nous a permis d'identifier pour les 5 prochaines années et les 10 prochaines années les métiers dans lesquels nous devons former la jeunesse béninoise. Et avec ce travail qui a été fait, les formations à venir que nous allons commencer par implémenter cette année et qui vont venir après vont changer la dynamique dans nos établissements. À titre d'exemple, avant on parlait de formation en génie civil, mais vous savez quand on parle de génie civil, c'est une filière. Dans le génie civil, il y a plusieurs métiers. Les métiers de gros œuvres, les métiers de finition bâtiment carreleur, tout ça là, les métiers de menuiserie, ainsi de suite. Donc, nous allons travailler suivant les métiers et les formations ont été définies et c'est à partir de là que nous allons commencer par élaborer les curricula et qui serviront de base pour définir les plateaux techniques des établissements à mettre en place, mais aussi les enseignants à former et qui doivent administrer dans ces établissements. Madame la directrice, avant tout ce qui est en train d'être dit là, nous avions quand même le secteur privé qui avait déjà inscrit ces filières-là dans les offres qu'il faisait en tout cas aux apprenants une fois le bac ou le BPC obtenu. Mais est-ce que cela n'a pas véritablement suffi pendant des années pour qu'on en soit là aujourd'hui à faire un diagnostic, on dit, bon, ça reste, ce secteur reste le secteur pauvre du secteur de l'éducation? Avant, le secteur privé n'était pas vraiment impliqué dans le pilotage, dans la gouvernance du sous-secteur. Aussi, quand les enfants sortaient, par exemple, ceux qui sont titulaires qui ont fait le bac G2, les entreprises n'arrivaient pas vraiment à être satisfaits de leurs compétences. À les utiliser. Il fallait encore les recycler, il fallait encore reprendre des formations au niveau des entreprises. Donc, il y a eu beaucoup de retours par rapport à certaines filières, surtout au niveau des filières technologiques, de la part des entreprises qui nous ont permis quand même de voir qu'il n'y avait pas l'adéquation entre nos offres de formation et les besoins de ce secteur privé. Donc, c'est pour corriger tout ça là que nous mettons désormais le secteur privé au cœur de notre dispositif de formation. Voilà, qui est bien dit. Alors, quelle est la portée de la stratégie nationale qui a été élaborée en 2019? La portée de la stratégie qui a été élaborée en 2019 doit déboucher sur le développement global du sous-secteur. Global, je dis développement global
sur le plan infrastructurel, sur le plan équipement, sur le plan formation des formateurs, sur le plan élaboration des curricula, sur le plan des réformes qui doivent impacter l'écosystème pour une bonne gouvernance du sous-secteur avec l'implication effective de l'UFTP, mais aussi sur le financement de ce sous-secteur, comment mettre en place un dispositif de financement pérenne et durable pour que dès qu'on va mettre nos établissements en place, qu'ils puissent avoir les ressources financières subséquentes en temps réel pour faire la maintenance des infrastructures, la maintenance des équipements, renouveler les infrastructures, renouveler les curricula, renforcer les capacités des formateurs. Globalement, donc tout ça là a été défini, c'est la portée fondamentale de cette stratégie. Je voudrais préciser que cette stratégie a été élaborée, les gens pensent globalement que ça ne concerne que l'enseignement et la formation technique secondaire. Quand on parle de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, je ne parle pas de enseignement technique et formation professionnelle. Quand on parle de l'enseignement et la formation technique professionnelle, c'est l'acquisition des compétences tout au long de la vie. Ce qui veut dire que toutes les actions qui sont prévues doivent partir du secondaire jusqu'au niveau supérieur. Et c'est pourquoi dans la dynamique d'action de la dette, même si la priorité est mise pour le moment à l'enseignement secondaire technique, nous essayons d'appuyer les établissements d'enseignement supérieur. Oui, mais il y a des priorités quand même, tout ce que vous dites là. On ne peut pas tout embrasser. On ne peut pas tout embrasser. Oui, quelles sont les priorités qui en sont issues? Les priorités sont essentiellement consacrées à l'enseignement secondaire technique. À l'enseignement secondaire technique, en l'occurrence, la mise en place des lycées techniques agricoles, nous pouvons dire c'est 30 que le gouvernement a défini aujourd'hui. La réhabilitation, la reconstruction et la thématisation des lycées techniques professionnels qui sont là aujourd'hui, mais aussi la mise en place de nouveaux types d'établissements que nous appelons écoles de métier. Si vous le permettez, je vais vous expliquer pourquoi le gouvernement a décidé de mettre en place les écoles de métier. Oui. Globalement, quand nos apprenants sortent de nos lycées avec le diplôme de technicien pour les lycées techniques professionnels ou bien le DEAT pour les lycées techniques écoles, ils n'arrivent pas à continuer au niveau supérieur. Et comme nous le savons aussi, avec les études qui ont été faites, le marché a dit, en dehors des techniciens dont nous avons besoin d'autres techniciens qui sont les techniciens supérieurs qui malheureusement avec la réforme du système LMD au niveau supérieur a été supprimé. Alors que les pays que nous copions globalement en France, tout ça, la forme encore les techniciens supérieurs. Le gouvernement a décidé de mettre en place ce dispositif de formation qui doit déboucher sur le niveau technicien supérieur et qui doit s'administrer désormais dans les écoles de métier. Les écoles de métier sont des écoles de référence, qui sont des écoles sectorielles de référence qui doivent former des techniciens et des techniciens supérieurs. Et aujourd'hui, suivant le programme gouvernemental, il y a 9 écoles de métiers qui sont prévues. Il y a l'école des métiers de l'énergie, l'école des métiers du bâtiment et travaux publics, l'école des métiers tourisme, hôtellerie et restauration, l'école des métiers de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, l'école des métiers du numérique, l'école des métiers de l'eau et de l'assainissement, l'école des métiers l'école des métiers de la mode et du textile, l'école des métiers du port et de la logistique. Ça fait 9 écoles de métiers qui sont prévues aujourd'hui pour être mises en place et nous travaillons par rapport à ça. Et là, lorsque les apprenants qui vont faire le niveau technicien, c'est-à-dire obtenir leur diplôme de technicien au métier, vont sortir des lycées, ils peuvent aller dans ces écoles de métiers, faire leur diplôme de technicien supérieur au métier pour avoir le niveau technicien supérieur. Et puis après, une passerelle est construite pour leur permettre, pour les meilleurs bien sûr, pour aller vers la licence professionnelle, ou pourquoi pas vers le niveau master. Donc c'est le schéma global qui est défini aujourd'hui. Donc vous voyez, nous partons du plus bas jusqu'au niveau le plus élevé pour permettre à notre économie de disposer des ressources humaines de qualité. Pendant plusieurs années déjà, on entend 30 lycées techniques sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui encore, sur cette émission, on en parle, Madame la directrice. La question que les téléspectateurs se posent en ce moment, à quand l'ouverture de ces lycées? C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Dites-nous tout sur le sujet. Merci, monsieur le journaliste. Je pourrais rassurer les téléspectateurs que les dispositions sont en train d'être prises.
Actuellement, c'est l'ACIS qui porte en charge ces projets, ce volet de construction des établissements de l'UFTP. Donc, ils sont aussi à la phase de recrutement des entreprises. Donc, il y a eu quand même des procédures de passation de marché qui ont connu des retards, ce qui justifie que ces établissements ne sont pas encore prêts. Mais rassurez-vous, les procédures sont en cours et nous sommes à la phase de recrutement de ces entreprises. On a beaucoup évolué, c'est ce que le directeur va me dire aussi, n'est-ce pas? On a beaucoup évolué, d'autant plus que vous savez, la mise en place de ces lycées, il faut d'abord concevoir ces lycées, parce qu'il y a un changement de paradigme. Ce n'est pas les mêmes dispositifs qu'on veut mettre en place dans ces lycées. Beaucoup d'études ont été faites d'abord pour définir les métiers et les formations. Après, à partir de la définition des métiers et des formations, il faut défaire ce qu'on appelle les études techniques et architecturales. D'abord, il faut chercher les sites, faire les études techniques et architecturales, mobiliser le financement. Ce qui est important que la population béninoise sache, c'est que les financements sont disponibles aujourd'hui. Un. Deuxièmement, les dossiers d'appel d'offres sont lancés pour la plupart. Et l'ACIS est en train de travailler ardemment pour que d'ici la fin de cette année, la construction de certains lycées techniques à école démarre. Ça n'a pas démarré aujourd'hui parce Non. que pour la plupart, que ça démarre, c'est toujours dans le futur. Là, Oui, maintenant. mais c'est vrai, c'est dans le futur. Oui. On peut dire que ce n'est pas des éléphants blancs. On peut dire qu'il y a eu trop de retard. Mais il faut savoir qu'avec ce gouvernement, tout se mûrit. Rien ne se fait sans aucune étude. Je vous ai dit tout à l'heure, si c'était avant, lorsqu'on a parlé de curricula là, moi en tant que technicien ou avec un autre technicien, je dis non, dans les lycées là, il faut mettre la formation mécanique générale, mécanique auto, comme on le connaissait. D'accord? Mais le gouvernement a dit non, vous faites les études du marché national en lien avec le marché régional, parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde Intégré. nous sommes dans la mondialisation globalement. Nos enfants peuvent être formés et aller à l'extérieur. Donc ces études ont pris du temps. Et sans définir la formation, sans définir les compétences à faire acquérir aux apprenants, on ne peut pas définir les plateaux techniques, on ne peut pas faire la programmation architecturale pour que l'architecte puisse définir l'architecture de l'établissement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. C'est à partir des compétences. Par exemple, je vais vous donner d'une formation. Quand je parle, moi je suis technicien, je suis de la fabrication mécanique. Oui. Mais jusque-là, on ne travaille que sur les tours classiques, les fraiseurs classiques. Mais aujourd'hui, avec le développement, avec les industries qui commencent par s'implanter à Gros-Digbé, on ne peut pas rester là. Aujourd'hui, nous devons aller vers ce qu'on appelle les machines à commande numérique, les centres d'usinage. C'est pourquoi je voudrais profiter pour remercier ceux qui font déjà ces genres qui ont ces mini-entreprises dans nos pays, parce qu'aujourd'hui, des mini-entreprises qui, à partir de la programmation, font les découpes dans les tôles, ainsi de suite, c'est la programmation. Donc, c'est important que nous fassions les études nécessaires pour définir les formations, pour réfléchir sur les plateaux techniques avec l'appui de l'expertise extérieure, afin que nous puissions donner les éléments nécessaires à l'acheteur pour définir son plan architectural. Le plan architectural défini, il faut faire les études techniques et architecturales. Donc c'est un long travail. Je suis sûr que vous n'allez pas vous aventurer sur le terrain de l'annonce d'une date. C'est pas très sûr pour l'ouverture de ces lycées. Non, si les travaux démarrent tel que nous le prévoyons, avant la fin de cette année 2025, nous projetons ouvrir les premiers lycées techniques agricoles parce que leur rentrée c'est en février. On va ouvrir les premiers lycées techniques agricoles en février 2027. 2027. Oui, 2027. D'accord. Nous allons prendre date parce que trop d'annonces dans cette réforme-là. Allez, on va parler... Non, ce ne sont pas de trop d'annonces, c'est la réalité. Ben non, nous parlons nous comprenons l'impatience de la population, l'impatience des Béninois, nous le comprenons, mais c'est la réalité des choses parce que ce n'est pas facile. Il faut définir le curricula. Oui, parce que quand un vendeur amène un fruit, par exemple, au marché, il ne nous dira pas comment il a fait pour que ce fruit-là change de couleur. C'est lorsqu'il a dit je veux vendre que nous venons vendre. Mais ici, on a dit bon, c'est bon. Et puis on dit attention, il y a beaucoup de choses que nous devrons faire.
Là, ça commence par un peu... non, moi, je vais vous dire simplement ceci. Le gouvernement a annoncé l'asphaltage. Mais les études qui ont été faites avant que les travaux d'asphaltage ne commencent. Nous avons vu les premiers coups de pioche aussi. Mais, oui, vous avez vu les premiers coups de pioche. Dès qu'on a annoncé, ça a commencé. Écoutez, mais c'est depuis le premier mandat que ça a été annoncé, alors que les lycées techniques agricoles ont été annoncés en 2021. D'accord. Mais au moins des choses ont démarré, au moins les réformes ont démarré. Voilà, parlant de réformes, on va parler des réformes majeures et de quelques résultats que nous avons. Vous avez parlé de la relecture des curricula, mais maintenant la création de ces nouvelles filières, parlez-nous-en. Oui, si vous permettez, monsieur le journaliste, je voudrais parler d'abord des réformes curriculaires, des nouveaux curricula. D'accord. Vous savez, les curricula qui sont dispensés jusqu'à aujourd'hui dans nos établissements sont des curricula linéaires, sous forme de matière, ou de 8 heures à 10 heures, il y a telle matière, telle matière, telle matière. Alors qu'on parle d'années de formation. Alors que dans le cadre de l'acquisition de compétences, on peut parler d'années de formation, mais on parle beaucoup plus du nombre d'heures de formation. Vous m'excusez, du nombre d'heures de formation. Donc, l'option qui a été faite, c'est de faire des curricula modulaires, sous forme de modules, pour rendre désormais la formation flexible, pour permettre à nos établissements, en dehors des apprenants que nous recrutons de façon classique et à partir de la rentrée, de proposer ces modules-là à d'autres publics cibles. Comme nous le savons tous, qu'on le veuille ou non, nous avons, surtout après le bac, beaucoup de nos frères, de nos enfants qui ont fait une mauvaise orientation universitaire. Ils ont choisi peut-être des filières où difficilement ils n'arrivent pas, même après la fin de leur formation, ils n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail. Il y a même, après leur licence, leur master, qui cherchent à aller vers les artisans pour apprendre un métier. Alors, nous nous sommes dit, les formations modulaires peuvent régler ce problème-là. Parce que Pierre, qui est chez lui, à partir peut dire, je peux venir faire ce module-là, sortir, commencer par travailler, me débrouiller avant de pouvoir faire les autres modules et finir. Donc, c'est sous forme de modules, vous validez vos modules au fur et à mesure, et à la fin, vous faites votre examen final pour avoir votre diplôme. Sans votre examen final, vous pouvez avoir des compétences pour commencer par faire des jobs. Je prends un exemple. En mécanique, je prends toujours mécanique automobile. Parce que c'est votre domaine. Ce n'est pas mon domaine, mais je connais quand même. Vous savez, il y a plusieurs blocs de compétences. Sur un véhicule, il y a tout ce qu'on appelle maintenance de tout ce qui est suspension, direction, tout ça là. Il y a tout ce qui est diagnostic et réparation des moteurs. Quelqu'un qui fait diagnostic et réparation des moteurs, surtout il fait diagnostic et réparation des véhicules hybrides ou bien des véhicules électriques, il peut commencer par exercer ça parce qu'il aura son papier qui a ses compétences dans ce module-là. Il peut commencer par se débrouiller en attendant d'avoir son diplôme parce qu'il veut avoir le diplôme de technicien. Donc, le curricula est rendu flexible. Ça permettra aussi à nos enfants qui rentrent dans nos lycées, compte tenu de certaines contraintes, après avoir validé certains modules qui sont sortis des écoles, peuvent revenir pour dire, en telle année, j'ai fait l'établissement, voilà les modules que j'ai validés, maintenant je vais valider le reste pour avoir mon diplôme. La flexibilité est fondamentale. C'est pourquoi d'ailleurs, pour permettre à tous les publics, à tous les Béninois, d'accéder à cette formation, nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle une plateforme de formation en ligne, un dispositif d'information et d'orientation afin que les gens puissent être informés de ces dispositifs-là pour aller davantage vers nos établissements. Notre souhait aujourd'hui, avec la réforme qui est faite, c'est que nos établissements soient de vraies entreprises qui fonctionnent toute l'année civile. Toute l'année civile, même s'il y a des vacances scolaires, pour mener des actions de formation. Que nos établissements soient comme des entreprises. Oui, la première réforme, après la réforme curriculaire dont je viens de parler, où nous avons élaboré certains curricula que nous sommes en train d'implémenter sous forme modulaire, il y a d'autres réformes sur la gouvernance. La gouvernance des établissements avec l'implication du secteur privé, qui a débouché sur des tests qui ont été adoptés en avril dernier, où nous avons commencé par implémenter de façon progressive dans nos établissements. Ça ne veut pas dire que nous allons mettre tous les organes en place, mais une réforme, on va progressivement pour
évaluer au fur et à mesure les dysfonctionnements, corriger au fur et à mesure, former les acteurs sur ça afin d'avancer. Une autre réforme fondamentale, c'est que nos établissements aujourd'hui doivent être gérés avec des contrats de performance. Et quand ils atteignent des indicateurs bien déterminés, ciblés, ils peuvent bénéficier de financement. Donc, il y a le financement des établissements en se basant sur leur performance. Une autre réforme fondamentale, c'est la mise en place d'un dispositif de validation des acquis de l'expérience. Normalement, s'il y avait la validation, le dispositif de validation des acquis de l'expérience, vous pouvez avoir le CAP, travail 10 ans, 20 ans, on vient vous évaluer et peut-être que vous avez déjà les compétences équivalentes au niveau technicien, on vous évalue, si vous avez ces compétences, on vous délivre le diplôme de technicien. D'accord. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, le temps de faire parler un peu la directrice. J'évoquais la question disons, de la création de nouvelles filières. J'ai noté le numérique, l'hôtellerie, les énergies renouvelables. Pourquoi avoir mis l'accent sur ces filières-là comme nouvelles qu'il faut qu'on voit dans le secteur? Merci, monsieur le journaliste. Maintenant, on ne parle même plus de filière, on parle de métier. D'accord. Nous avons défini ces métiers à partir des domaines, à partir des études, des besoins du marché qui nous ont permis de déterminer ces domaines. Donc, par exemple, dans le domaine du numérique, nous avons de nouveaux métiers que nous sommes en train d'implémenter dès la rentrée prochaine. Par exemple, le métier de réseau et sécurité informatique, qui vient remplacer un ancien métier qui était installation, maintenance en informatique, qui ne permettait pas vraiment aux jeunes de s'insérer. Donc, tous ces métiers s'arrivent maintenant avec les besoins du marché du travail et ça résulte des études sectorielles qui nous ont permis de retenir ces métiers. Les métiers anciens étaient plus généralistes. Donc, les métiers qu'on est en train de déployer sont des métiers spécifiques. Et ça entre dans la dynamique aussi de spécialisation de nos établissements. Avant, les établissements étaient dans plusieurs offres de formation, alors que le plateau technique aussi n'était pas vraiment, comme je l'avais dit, l'état des lieux n'était pas ça. Et donc, on est dans la dynamique de spécialiser les établissements. Chaque établissement ne dépasse pas 2 à 3 domaines, se concentre sur 2-3 domaines de formation. Par exemple, le lycée technique de Koulibaly forme dans le domaine de l'énergie, du numérique. On est le lycée technique de INA, forme dans les métiers du BTP, dans les métiers de l'automobile. Donc, ça permet vraiment d'investir dans ces métiers et d'avoir le plateau technique conséquent. Allez, lorsque vous parlez de spécialisation, cela suppose une formation pointue. Pour une formation pointue, il faut du matériel, il faut vraiment tout ce qui va avec. Est-ce que nous avons aujourd'hui tout ce dispositif-là pour offrir des formations assez pointues? Tout ceci est prévu. Et on vient de parler de ça. Nous sommes en retard au niveau des constructions. Normalement, c'est pris en compte au niveau des constructions qu'on a annoncées. Les écoles des métiers, les lycées techniques à construire, à réhabiliter, tout ceci est pris en compte. Avec des plateaux techniques conséquents, avec des hébergements, des doctoires, pour vraiment faciliter ces formations aux jeunes désireux. Allez, le gouvernement accorde une attention assez particulière à ce sujet. Et d'ailleurs, la ministre Véronique Togne-Fondé a fait une descente récemment auprès des lycées stagiaires en immersion dans les hôtels de Cotonou. Si vous le permettez, nous allons suivre le compte rendu de cette descente et on revient pour mener la suite du débat. C'est une descente effectuée par la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sur les sites de stage d'immersion des enseignants et apprenants du lycée technique professionnel, d'hôtellerie, de restauration et de tourisme d'Akasato. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. 3 complexes hôteliers de haut standing accueillent ces stagiaires. Il s'agit de l'hôtel Golden Tulip de Cotonou, le Sofitel Hôtel et la Maison Rouge. C'est une opportunité parce que en acquérant ces compétences de haut niveau, cela va vous ouvrir beaucoup de portes. Cela va vous permettre, dans le monde du travail, de pouvoir répondre à certaines exigences. Et vous allez trouver des opportunités de travail dans des grands endroits, peut-être au Bénin, peut-être même au-delà du Bénin. Donc, pour vous, en termes d'emploi, en termes d'avenir, en termes de compétitivité sur le marché, c'est vraiment un plus. Voilà, donc je suis très heureuse que les réformes qui ont démarré, parce que le président Patrice Talon a voulu refonder le système éducatif en profondeur. Et aujourd'hui, on peut commencer à dire qu'on voit les fruits.
Cette période d'immersion dans ces grands complexes hôteliers est largement appréciée par les étudiants et formateurs qui souhaitent sa pérennisation. Nous avons appris beaucoup de choses. Ce stage nous a permis non seulement d'acquérir des compétences professionnelles et aussi d'avoir une idée sur la vie active et tout. Nous sommes vraiment heureux et nous pensons bien que ça ne va pas s'arrêter là. Nous saluons aussi la direction, surtout les chefs de chaque secteur qui nous ont tous pris, non seulement pas comme des stagiaires, mais comme eux-mêmes. Ils nous ont beaucoup aidés, nous ont transmis l'essentiel. Je tiens sincèrement à remercier les autorités pour cette première belle expérience de stage d'observation qui est extrêmement enrichissant. Ça, en tant qu'enseignant, ça nous a permis d'observer et d'apprendre et de comprendre les standards élevés d'une grande structure qui est 5 étoiles. On souhaite, les fois à venir, revenir, ne serait-ce que pour quelques temps et quelques jours, améliorer de nouvelles techniques de travail. Cette réforme, engagée par le gouvernement, mise sur un partenariat public-privé en vue d'offrir aux apprenants le meilleur en termes de connaissances dans leurs divers secteurs de formation. Ce partenariat est indispensable, d'autant plus que, comme nous le savons tous, quand on parle de formation technique et professionnelle, c'est les aptitudes au métier. Et les aptitudes au métier ne peuvent pas s'acquérir seulement à l'école. Il est important qu'il y ait cette immersion en entreprise. Et c'est l'un des objectifs pour lesquels nous avons commencé cette expérience qui va se poursuivre, surtout dans le domaine du tourisme, hôtellerie et restauration, qui va s'élargir dans d'autres secteurs incessamment, dans le secteur de bâtiments et travaux publics, énergie et autres, afin que nos apprenants à leur sortie soient davantage compétitifs sur le marché du travail au niveau national, même au niveau international. Ils sont au total 33, dont 12 formateurs en stage d'immersion, depuis quelques semaines en hébergement, restauration, conciergerie, front office et autres. Voilà, constat de la ministre de l'évolution de ces stages en cuisine et restauration et les autres filières citées dans ce reportage. Monsieur Haro, pourquoi avoir fait cette option d'aller dans le concret, d'envoyer ces stagiaires-là? Oui, comme je l'ai dit dans mon interview, l'acquisition des compétences ne peut pas se faire seulement à l'école. Ça doit se faire en lien avec l'entreprise. Donc, il faudrait que les apprenants aillent à l'entreprise. C'est l'un des fondements aussi des curricula modulaires parce qu'il y a des formations, des périodes de stages qui sont prévues dans ces formations. Un élément important que nous devons savoir, ce n'est qu'un début, d'autant plus que la loi cadre de janvier 2023 qui a été adoptée a prévu que nous devons aller vers, toutes les formations doivent aller vers la formation par alternance. Quand on parle de formation par alternance, c'est qu'une partie de la formation se déroule dans le centre et une autre partie dans l'entreprise. Et pour aller là, il faudrait que nous commencions par nous mettre en contact avec les entreprises. Donc nous avons commencé cette expérience-là dans le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, pour voir comment on peut déjà le faire à travers des stages avant d'aller vers la formation par alternance, mais surtout dans le domaine du tourisme, hôtellerie, restauration, où les entreprises étaient disponibles à nous accepter. Et d'ailleurs, nous faisons déjà des démarches nécessaires envers les autres entreprises pour signer des partenariats afin que cela soit institué officiellement. Ça permettra à nos apprenants, au-delà des incidents qu'ils peuvent avoir à l'école, les combler dans l'entreprise. Pourquoi les enseignants en immersion dans les entreprises? C'est fondamental aussi. Parce que s'ils restent toujours dans leur milieu à partir de leur plateau technique, ils ne peuvent pas voir ce qui se déroule en contexte réel de production. Vous voyez, les anciens qui sont dans un lycée technique, qui n'ont jamais vu le plateau ou bien les équipements dans une cuisine d'un hôtel 5 étoiles, et les chambres, tout ça là, dès qu'ils vont là-bas, ils acquièrent d'autres compétences. Absolument. Ils ont d'autres idées pour enseigner. C'est pourquoi cette dynamique-là est en train d'être établie pour permettre désormais à nos enfants
d'être mieux formés pour le marché du travail. Madame la directrice, vous avez quelque chose à dire par rapport à cet élément que nous venons de suivre? Je voulais dire aussi, les stages sont vraiment importants. Ça complète les formations au niveau des établissements. Parce que je vous l'ai dit, notre plateau technique n'est pas encore moderne. Donc, ça nous permet de rattraper ce vide-là et de combler. Et les enfants étaient vraiment satisfaits de ce stage et ils pourront même aller monnayer ces stages-là dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment une vision que nous avons de faire renforcer, d'améliorer l'employabilité de nos jeunes à travers ces stages et surtout les enseignants. Ils ont besoin d'une mise à jour de leurs connaissances. Donc, comme il n'y a pas ce plan de renforcement continu, on profite des stages pour leur faire bénéficier de ces mises à jour. Justement, nos enseignants qu'on a envoyés en France se faire former, que deviennent-ils? Nos enseignants sont là. Ils sont là déjà dès cette rentrée. Ils vont commencer avec nous. On les a déjà déployés dans les lycées techniques et on les met à contribution parce que nous sommes dans les réformes curriculaires. Donc, ils nous accompagnent, on bénéficie de leur expertise. Surtout, on est dans l'approche modulaire. Ils ont déjà ces compétences, cette technicité. Donc, ils nous accompagnent dans les formations. On les met à profit pour les réformes qu'on est en train d'entreprendre. D'accord. Alors, nous allons parler justement rentrée. Quelles sont les mesures qui assurent aujourd'hui une rentrée 2025-2026 fluide et innovante? Merci, monsieur le journaliste. Cette rentrée est vraiment placée sous le signe de l'innovation. D'accord. Parce que nous avons les curricula nouveaux au métier de DTM que nous sommes en train d'implémenter. Nous avons 12 curricula. Donc, nous avons mené vraiment des actions, nous avons pris des dispositions par rapport à ça. Les enseignants ont été mobilisés, ont été formés conséquemment sur l'appropriation de ces curricula, sur le déroulement de ces apprentissages, les déroulements en séquence, parce que c'est l'approche modulaire. Donc, les gestionnaires d'établissement aussi, les censeurs, les proviseurs, les chefs d'atelier ont été vraiment formés sur la mise en œuvre de ces curricula. Non seulement ça, nous sommes vraiment prêts pour cette rentrée. Les emplois du temps sont disponibles. Les groupes pédagogiques sont constitués. Nous sommes en train de stabiliser les listes d'inscription parce que nous avons fait les concours à partir de ces nouveaux curricula. Les inscriptions à titre payant aussi ont mis en lumière ces nouveaux métiers que nous voulons déployer dans nos établissements. C'est comme ça se passait avant ou les choses ont changé un peu maintenant? Les choses ont changé parce que c'est l'innovation. Maintenant, nous sommes dans la réforme avec de nouveaux métiers. Ces métiers qui sont à forte potentialité d'emploi. Donc, ces métiers, il fallait vraiment que les gens s'approprient de la démarche, le corps enseignant puisse s'approprier vraiment de la démarche pour le déroulement de ces métiers. Donc, nous avons vraiment mis du temps pour former tous ceux qui devaient mettre en œuvre ces curricula pour que tout se passe bien. Il est prévu aussi la poursuite de ces formations, un accompagnement rapproché pour que vraiment les compétences et les modules se déroulent bien au niveau des établissements. D'accord. Alors, si dans un environnement où il y a un désamour pour les sciences, on veut promouvoir le secteur de l'enseignement technique et même la formation professionnelle, est-ce qu'on n'est pas en train de ne pas tenir le bon bout, monsieur le directeur? Non, je crois qu'on n'est pas en train de tenir le bon bout, je crois. Parce qu'on promeut l'enseignement et la formation technique professionnelle. Et comme nous le savons tous, on ne peut pas aller acquérir la technique sans connaître la science. La plupart des métiers sont basés sur la science, les mathématiques et les sciences physiques. C'est vrai, il y a des métiers qui sont basés essentiellement sur les langues ou bien d'autres compétences. Donc, il est important pour nous qu'on mette en lien la valorisation des sciences avec le développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. C'est l'un des éléments même qui a guidé le ministère à revoir les conditions d'entrée dans nos lycées cette année. Voilà. C'est vrai, on ne les met pas totalement en application cette année parce que il est important que nos apprenants, nos enfants savent que oui, pour aller vers le lycée technique, je dois avoir les compétences minimales en mathématiques et en PCT. Si vous n'avez pas ces compétences-là, vous ne pouvez pas faire la mécanique auto, la menuiserie, ainsi de suite, parce que tout est numérisé aujourd'hui, tout est digitalisé. Et la digitalisation, c'est la compétence dans les sciences. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'ADET, au-delà du volet enseignement technique, parle de la valorisation des matières scientifiques. Ce qui a débouché sur des actions que nous avons menées, en l'occurrence le camp de vacances cette année que nous avons organisé à Djougou. Alors, je ne vous laisse pas terminer. Nous allons suivre juste un extrait de
de ce camp organisé à Djougou et tout ce qui a découlé de ce camp, et on revient après. L'excellence en mathématiques et en sciences physiques, célébrée au Centre culturel et de formation Biao-Tchané, après avoir franchi avec brio les 2 étapes du concours général de mathématiques et de sciences physiques. Voici les 36 lauréats qui sont récompensés par les autorités du système éducatif. Votre réussite est le fruit d'un travail acharné, de nombreuses heures d'études et de passion pour les sciences. Vous représentez l'espoir et le potentiel de notre nation. Vous êtes les porte-parole aujourd'hui, chers apprenants. Les porte-flambeaux de l'avenir scientifique du Bénin. Par vos prestations, votre endurance, votre travail acharné, vous donnez la preuve que l'intelligence, lorsqu'elle est accompagnée, peut devenir puissance et prospérité. L'importance des matières scientifiques pour le développement des pays n'est plus à démontrer, car elles stimulent l'innovation et fournissent des solutions nécessaires pour relever les défis sociaux. Le gouvernement a bien fait d'avoir choisi vous célébrer. Nous pensons qu'à partir d'ici, vous comprendrez que désormais vous êtes l'espoir du Bénin. Je voudrais ensuite, au nom du préfet du département de la Donga, dire un sincère merci et féliciter les lauréats ici présents. Aboutissement d'un long processus, conjointement piloté par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et l'Agence de développement de l'enseignement technique, avec l'appui technique de l'Institut de mathématiques et des sciences physiques. Cette cérémonie de distinction est couplée avec la clôture du camp de vacances qui a mobilisé 33 élèves les plus méritants de la classe de première série C. Ce camp a été un espace de rencontre, de découverte, de dépassement de soi, avec l'accompagnement d'un coach qui a été mobilisé à cet effet. Les élèves ont appris à travailler en équipe, à gérer leur temps, à réfléchir à leur avenir. Outre ces meilleurs élèves, certains enseignants sont aussi honorés pour leur contribution à la promotion des sciences exactes. Je voulais parler de bachelier à Pan, je ne sais pas quel était. On constate là l'engagement du gouvernement de véritablement booster le secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors, pour terminer, monsieur le directeur, quels sont ces grands chantiers-là à venir pour consolider déjà les quelques acquis qu'on a dans la perspective de vraiment faire la promotion du secteur? Le grand chantier, c'est le démarrage des travaux de construction. Le grand chantier, c'est la mise en place d'un dispositif de renforcement des capacités continues de nos enseignants qui sont en situation de classe. Nous nous préparons à envoyer incessamment 20 à 30 enseignants au Maroc pour leur renforcement de capacité, parce que c'est un dispositif qu'on doit mettre en place. Un enseignant technique qui rentre, il doit aller se confronter à d'autres idées. Le grand chantier, c'est assurer aussi le renforcement des capacités des enseignants des lycées techniques à école. Si vous permettez, monsieur le journaliste, pour ne pas oublier ceux-là, les 470 qui viennent de terminer leur formation à l'Université nationale d'agriculture de Kétou, je voudrais leur annoncer à travers ce plateau que les discussions sont en cours pour que l'État les recrute le plus rapidement possible afin que nous puissions les préparer pour la rentrée de février 2026 pour qu'ils soient les vrais enseignants. 2026 ou 2027? Rentrée 2026, février 2026, à venir, à la lycée technique agricole. Donc, les discussions en cours, je voudrais les rassurer parce qu'ils s'inquiètent. Non, il n'y a pas d'inquiétude, car Talon dit que les choses le fait et ça se fera, et les discussions en cours pour leur recrutement. Les grands chantiers à venir, c'est l'implémentation des curricula, l'implémentation totale des réformes. C'est ça, les grands chantiers essentiels. Et je voudrais, si vous le permettez, je ne sais pas si c'est mon mot de fin. C'est votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à la population béninoise de croire à ces actions-là que le gouvernement a engagées. C'est vrai, il y a des retards dans le démarrage des travaux, mais beaucoup de choses sont en train de se faire.
Dès que tout cela sera fait, mis en route, nous allons constater qu'il y aura un changement fondamental dans l'enseignement et la formation technique professionnelle du niveau secondaire jusqu'au niveau supérieur. Donc, ils n'ont qu'à avoir confiance. C'est vrai, il y a eu quelques difficultés au début, mais toutes ces difficultés sont aplanies et les choses vont démarrer le plus rapidement. Madame Jemima Akle-Kerekou, quel est votre message aux jeunes, aux parents et aux partenaires économiques dans ce projet que le gouvernement a entrepris? Je remercie tous les acteurs qui nous font confiance, surtout les parents d'élèves, surtout ceux qui ont choisi et qui ont aidé les apprenants à faire le choix de ces nouveaux métiers, qui sont des métiers d'avenir. Donc, l'enseignement et la formation technique professionnelle, c'est la voie d'excellence. C'est la voie qui prépare vraiment à l'auto-emploi, à l'insertion professionnelle. Donc, je demande aussi aux autres acteurs de nous accompagner dans cette dynamique de réforme. C'est vrai que les réformes font des remous, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour que nous puissions avoir un système vraiment efficace, un système créatif, un système qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences pour faciliter leur insertion professionnelle. Là, je vous dirais bonne reprise des classes parce que quand les acteurs reprennent, vous aussi vous reprenez avec beaucoup d'énergie. Madame Jemima Akle-Kerekou, elle est la directrice de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, structure sous tutelle du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. En face de vous, Monsieur Fructueux Haro, il est le directeur général de l'Agence pour le développement de l'enseignement technique, ADET, structure attachée à la présidence de la République. Ils étaient tous deux mes invités sur cette émission Le Débat que j'ai eu l'honneur d'animer avec la collaboration technique de mes collègues techniciens que je remercie au passage. Et je vous remercie également pour le temps accordé à suivre cette émission, mesdames et messieurs. À très bientôt. Au revoir à chacun et à tous.